Être roi à 9 ans, tu crois que cela n'est possible que dans les contes, hein? Eh bien pourtant tu vois, cet enfant roi a vraiment existé. Mais il n'a pas régné longtemps. Il est mort très jeune, à 19 ans. À son époque, l'Égypte était un véritable pays des merveilles. Un pays immensément riche, grâce aux nombreuses mines d'or qu'il possédait dans le désert. Les rois surtout vivaient dans un luxe inimaginable, incroyable. Ceux qui avaient précédé Toutankhamon s'étaient même permis des folies, comme de se faire construire des pyramides gigantesques. Eh ben, dis donc. Mais pourquoi si grande, maman? Elle servait à quoi? À rien d'autre qu'à abriter leurs tombeaux, figure-toi. Parce que ces rois, qu'on appelait pharaons, étaient vénérés comme des dieux vivant sur terre. Alors évidemment, rien n'était trop beau, trop haut, trop majestueux pour eux, tu comprends? Et puis dans ces pyramides, il n'y avait pas que leurs tombes. Il y avait aussi des statues, des coffres remplis de bijoux, des meubles, plein de meubles, des momies d'animaux, des malles de vêtements, des vases, des araignées, qu'est-ce que je sais moi? C'était pas des tombeaux, c'était d'immenses greniers, quoi. Pas exactement. Quoique... Non mais il faut que tu saches une chose importante. C'est que les Égyptiens étaient persuadés qu'après la mort, il y avait une autre vie, et éternelle celle-ci. Alors, pour vivre confortablement dans l'au-delà, ils faisaient installer dans leur tombeau toutes les choses auxquelles ils tenaient. Et crois-moi, il y en avait. Oh, de véritables trésors. Malheureusement, au cours des siècles, eh bien, toutes ces pyramides ont été pillées, jusqu'à la dernière petite amulette. Allez, ma choupinette, je te laisse avec le livre. À demain. Attends, c'est quoi une amulette? Un petit objet porte-bonheur. Les Égyptiens aimaient bien les porter en pendentif autour du cou. Et ils en glissaient aussi beaucoup sous les bandelettes des momies. Rien que sur celle de Toutankhamon, on en a trouvé plus d'100. Bon, j'y vais maintenant. Oh non, reste encore un peu, maman, s'il te plaît. Non. Tu verras, quand mon livre t'aura transporté là-bas, tu vas y découvrir tellement de choses passionnantes que tu pourrais bien y passer la nuit. Alors finalement, je ne sais pas si c'est une bonne idée de te le laisser. Oh si, maman, si. Je resterai pas trop longtemps là-bas, promis. J'ai déjà un peu sommeil. Bon, alors fais de beaux rêves. Toi aussi, maman. À demain. Lucie ouvre le livre aussi délicatement que si elle ouvrait le coffre d'un trésor. Au fil des pages, elle trouve en effet une foule de choses intéressantes sur la vie des pharaons de l'Égypte ancienne. Et soudain, elle tombe en arrêt, figée d'émerveillement, devant le masque tout en or d'un très beau jeune homme. C'est Toutankhamon. Plus elle l'admire, plus elle ressent la sensation troublante de ne pouvoir s'empêcher de le fixer, comme s'il l'envoûtait. Et plus elle le fixe, plus elle est émue par la grâce et la douceur de son regard. Tu es magnifique. Et puis tu as l'air tellement aussi gentil. Tu me plais infiniment, tu sais. Et ce qui arrive ensuite est incroyable, extraordinaire. Une larme d'or glisse lentement sur la joue du masque et tombe dans la main de Lucie. C'est alors que la bouche de Toutankhamon s'entr'ouvre. Je suis très touché par ce que tu éprouves pour moi. Des sentiments qui ont en effet la douceur du miel au cœur de sa majesté. Le cœur de la petite Lucie s'emballe à tout rompre dans sa poitrine. Il se passe un bon moment avant qu'elle réussisse à bafouiller. Pardon, tout le temps, Pharaon, Majesté Khamon, excuse-moi, mais ce que je viens d'entendre là, ces voix, c'est qui? Ce sont les amulettes placées entre les bandelettes autour de ma momie. Elles parlent, elles sont magiques. Elles ont le pouvoir, par exemple, de te faire assister à certains moments de mon passé. Si cela te fait plaisir, je serai très heureux de t'inviter. Eh bien, c'est que je ne sais pas.
Oui. Bon, mais comment? C'est très simple. Embrasse mon masque 3 fois et laisse mes amulettes te guider jusqu'à moi. La petite fille n'hésite pas, les beaux yeux noirs de Toutankhamon sont si rassurants. Elle embrasse le masque doré, et à peine a-t-elle posé son 3e baiser, que les voix des amulettes se mettent en chœur à chuchoter « Bienvenue au royaume de Sa Majesté. Nous allons te transporter dans le passé. Lucie est alors emportée dans un tourbillon vertigineux. Elle a peur de tomber, tout est noir, si noir. Bientôt ce noir s'éclaircit un peu, puis très vite la clarté s'intensifie jusqu'à devenir presque aveuglante. Mais qu'est-ce qui l'éblouit autant? Des milliers d'éclats de dorure. C'est vrai qu'il y en a partout dans le palais de Toutankhamon, et du sol jusqu'au plafond. Elle commence timidement par traverser des pièces vastes, comme des salles de bal. Puis des jardins intérieurs tout aussi somptueux, avec des bassins en marbre, des fontaines en bronze, des statues en or, des arbres en fleurs, et plein d'oiseaux de toutes les couleurs. Un peu plus loin, des musiciennes sont installées à l'ombre rafraîchissante d'un sycomore. L'une joue de la flûte, l'autre de la harpe, la 3e du luth, et la dernière donne le rythme en agitant des crotales. Tous ici ont le teint mat et les yeux maquillés de kohl, même les hommes et les enfants. Tous aussi sont chaussés de sandales et habillés de blanc. La grande chaleur permet aux hommes de sortir torse nu et de ne porter que des pagnes, et aux femmes d'être vêtues simplement de tuniques presque transparentes. Les petits-enfants ont tous la tête rasée, avec une curieuse natte sur le côté. La chevelure brune des mamans se termine en petites tresses, au bout desquelles sont attachées de fines rondelles de cuivre qui scintillent au soleil au moindre mouvement. Poursuivant sa visite dans le palais, Lucie est intriguée par une chose. Personne ici ne s'étonne de sa présence. Pourtant, avec sa chemise de nuit, ses cheveux roux, sa peau blanche et ses taches de rousseur, elle devrait se faire remarquer. On ne la regarde même pas. Et soudain, elle comprend pourquoi. À l'époque de l'Égypte ancienne, elle n'existait pas. Pour tout le monde ici, elle est donc invisible. Quelques pas encore, et la voilà arrivée dans la salle de bain royale. L'enfant roi se laisse frotter avec de l'eau et de l'argile. Ses servantes portent sur le sommet de leur tête une curieuse chose attachée avec une fleur de papyrus. Lucie se demande bien à quoi cela peut servir. Et les amulettes magiques, qui ont aussi le pouvoir de lire dans ses pensées, s'empresse de la renseigner. C'est un petit cône de graisse parfumée que la chaleur fait fondre lentement pour que l'air autour de Sa Majesté soit délicieux à respirer tout le temps. Une maquilleuse maintenant souligne les yeux de Pharaon d'un trait de kohl jusqu'aux tempes. Une habilleuse l'aide à enfiler un pagne de lin blanc tout plissé. Une coiffeuse enveloppe sa tête d'un voile rayé bleu et or. Et pour terminer, un serviteur lui attache un large et somptueux collier. Toutankhamon est enfin prêt. Il doit maintenant assister à son premier rendez-vous de la journée avec les conseillers du royaume et les prêtres du dieu Amon. En sortant, il découvre Lucie. Un éclair de joie brille dans ses yeux. Il lui sourit. Oh, il me voit. Lui, il me voit. Dès l'arrivée de Sa Petite Majesté dans la salle du conseil, tout le monde se prosterne à ses pieds, ventre à terre, sans bouger, jusqu'à ce que le jeune roi autorise la noble assemblée à se relever. Ce qu'il fait d'ailleurs, aussitôt installé sur son magnifique trône en bois doré incrusté de pierres précieuses. Une très jeune fille, couverte de bijoux de la tête aux pieds, est assise à ses côtés. Bon, mais c'est qui cette fille? Son nom est Ankhésénamon, épouse et sœur de Toutankhamon. Quoi? Mariée à 9 ans? Et
Et avec sa sœur en plus. Oh, ça alors, n'importe quoi. Souvent les pharaons épousaient leurs sœurs et même leurs filles, pour que le sang royal ne se mélange pas à celui d'une autre famille. Tiens, en parlant de famille, où sont ses parents, je les vois pas. Sa mère, la reine Néfertiti, est morte quand il avait 4 ans. Et 1 an plus tard, ce fut le tour de son père, Akhenaton. Un homme chauve et barbu a pris la parole. Son discours n'en finit pas. L'enfant roi ne peut s'empêcher de bâiller discrètement. Mais qui c'est, ce barbant qui parle tout le temps? Oh, il est ennuyeux. Et en plus, il est vilain. Et il a l'air méchant. Cet homme redouté s'appelle Aïe. Le pays est par lui gouverné en attendant que notre jeune pharaon soit en âge de le diriger. Viens, nous allons te faire un petit bond dans le temps. Toutankhamon a grandi, il a 16 ans à présent. Tu vas l'accompagner à l'un de ses plaisirs favoris. Après quelques instants dans le tourbillon du temps, la petite fille se retrouve sur le bateau royal dans les marais de ce fleuve immense, le Nil. Toutankhamon, devenu un beau jeune homme à présent, est entouré d'un groupe de chasseurs. Aujourd'hui, c'est la chasse au crocodile qui a été choisie. Lucie remarque que le jeune pharaon semble particulièrement apprécier la compagnie d'un nain au visage très sympathique. Mais ce qu'elle remarque surtout, c'est que cette complicité paraît beaucoup contrarier le redoutable Aïe. Beaucoup, en effet. Toutankhamon écoute de plus en plus les conseils de ce nain et de moins en moins les siens. Quant à ce petit homme, très cher au cœur de sa majesté, son nom est Kunapoup. C'est son scribe préféré. Dans l'après-midi, après avoir goûté au plaisir de la sieste, une trompe royale annonce la reprise de la chasse. Et peu de temps après, c'est le drame. Kunapoup est tombé à l'eau. Il ne sait pas nager, il panique, il coule à pic. Personne n'ose le secourir. Le fleuve à cet endroit est infesté de crocodiles. Tout en essayant de les repousser, les chasseurs guettent l'apparition du scribe pour lui tendre une perche. On crie, on s'affole, on craint le pire. Et quand le corps de Kunapoup remonte enfin à la surface, il est sans vie. Le pauvre petit homme s'est noyé. Le malheur arrive toujours avec la férocité du vautour et la rapidité de la gazelle. Nul ne peut échapper à sa destinée. Toutankhamon est désespéré. Il essaie le plus dignement possible de retenir ses sanglots. Kunapoup était son seul véritable ami. Cette chute du bateau était-elle réellement un accident ou un complot? Personne ne le saura jamais. Lucie est bouleversée par le chagrin du jeune roi, mais déjà les infatigables amulettes que rien n'arrête l'entraînent à nouveau. Kunapoup va être momifié et tu vas y assister. Il fait très sombre dans ce lieu. Des prêtres embaumeurs sont là pour pratiquer la momification. L'un d'eux a le visage caché sous un masque de tête de chacal représentant Anubis, le dieu des morts. Ouh, il me fiche une de ces trousses, ce bonhomme. Mais qu'est-ce qu'ils font du corps maintenant? Ils le plongent dans une cuve. Mais pourquoi? Pour le conserver, il faut le dessécher, le recouvrir d'une poudre salée et pendant 70 jours le garder. Oh, mais c'est que si c'est absolument impossible, je peux pas attendre tout ce temps-là, moi. Oublies-tu nos pouvoirs? Dans 7 secondes, tu seras 70 jours plus tard. Un petit tour dans le tourbillon du temps et Lucie se retrouve effectivement 70 jours plus tard. Les mêmes prêtres sont là. Mais cette fois, ils chantent des prières et ils sont entourés d'un groupe de femmes en pleurs.
Elles se tordent de douleur, gémissent en se frappant la poitrine, en se griffant le visage et en s'arrachant les cheveux. Bon, dis donc, on peut pas dire qu'il n'était pas aimé des femmes, ce nain. Heureusement qu'on me voit pas. Je suis seule à ne pas pleurer. Je le connaissais pas, moi, cet homme tout petit. Elles non plus ne l'ont pas connu. Ces femmes sont des pleureuses. C'est leur métier. La famille de Kunapoup les a payées pour exprimer douleur et regret. Une présence s'est glissée derrière Lucie. Elle se retourne et reconnaît dans l'ombre la fine silhouette de Toutankhamon. Il est venu seul. Il a dû beaucoup pleurer. Ses yeux sont encore rouges et barbouillés de colle. Tout de suite, il lui prend la main et la serre fort, très fort, comme pour lui dire « Ta présence me sera précieuse dans cette épreuve douloureuse ». Ensemble, ils regardent les prêtres coiffer les cheveux de Kunapoup, peindre ses ongles, parfumer son corps, le parer de bijoux, puis l'envelopper de plusieurs couches d'une centaine de mètres de bandelettes de lin, entre lesquelles il glisse çà et là des amulettes. Et enfin, pour protéger la tête, il la recouvre d'un masque en bois doré, qui représente le visage de Kunapoup. La momie peut maintenant être placée dans le cercueil, qui sera lui-même enfermé dans un sarcophage. Viens, maintenant tu dois assister à un dîner important au palais. Lucie aurait bien aimé que son roi garde encore un peu sa petite main dans la sienne, mais elle n'a même pas le temps de compter jusqu'à 3, que déjà l'infernal tourbillon du temps la transporte 3 années plus tard dans la luxueuse salle à manger royale. Une grande table superbement décorée brille de 1000 éclats. Les flammes des lampes à huile vacillent au moindre souffle d'air. Un orchestre joue, pendant que de jolies danseuses tourbillonnent en battant la mesure avec leurs mains. Toutankhamon préside le dîner officiel. Son attitude est toujours pleine de majesté, fière et digne, mais il semble tourmenté. On discute fiévreusement autour du redoutable Aïe. Ouh, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de grave, moi. Très grave, en effet. La guerre avec le pays voisin est déclarée. Et Aïe estime qu'à 19 ans, le jeune pharaon est en âge de partir à la tête des armées. 19 ans. Ah. La petite fille sursaute. Elle se souvient tout à coup que Toutankhamon est mort à 19 ans. Oh non, 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 non. Les amulettes vite. Il faut absolument l'empêcher de partir à la guerre. Nul n'a le pouvoir de changer le passé. On n'échappe pas à sa destinée. Notre courageux jeune pharaon ne faillira pas à ses devoirs de roi. Il partira. Viens, la bataille est déjà commencée. Ce brouillard jaune qui pique les yeux de Lucie à présent, c'est le sable remué par les combats. Les trompettes et les tambourins royaux résonnent dans l'air vibrant de chaleur. Quel spectacle désolant! Des chars renversés, des chevaux égarés, et à terre, parmi les casques, les lances, les arcs, les flèches et les boucliers, déjà beaucoup de morts et de blessés. Vite, vite, il faut que je trouve mon roi pour le prévenir. S'il ne fait pas attention, il va mourir. Nul n'a le pouvoir de changer le passé. Le passé est passé. Soudain, surgit à une vitesse hallucinante un char traîné par des chevaux déchaînés. Il zigzague et termine sa course folle en se fracassant dans un monticule de pierre. Mais c'est le char de Toutankhamon. Lucie est horrifiée. Elle se précipite. Son roi est blessé, et gravement blessé. Elle hurle qu'on vienne le secourir, mais aucun son ne sort de sa bouche. Elle oublie qu'ici on ne la voit ni ne l'entend. Mais c'est étrange, que se passe-t-il? Il y a quelques instants, une foule piétinait ce champ de bataille, et maintenant il n'y a plus personne. Où sont-ils tous passés? Elle prend le beau visage de son roi dans ses mains, il murmure quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle approche une oreille de ses lèvres. Puisque nos vies dans l'au-delà sont éternelles, je demande à Amon de donner à mon cœur l'immense bonne de te retrouver. Même s'il me faut attendre des milliers d'années. Elle l'embrasse, le supplie de ne pas mourir, surtout de ne pas mourir. Nul n'a le pouvoir
changer le passé. Le passé est passé, passé. Le regard de son roi se fige, et la petite Lucie s'effondre en sanglots. Était-ce vraiment un accident de char qui a tué Sa Majesté? Ou était-ce encore un meurtre habilement déguisé en accident? Il est vrai que Haï était très impatient de monter sur le trône d'Égypte à la place de Toutankhamon. Mais comment savoir? Et puis, comme les amulettes aiment si bien le répéter, nul n'a le pouvoir de changer le passé. Le passé est passé. Sur son visage tout ruisselant de larmes, Lucie sent maintenant un frôlement chaud et doux. C'est la caresse d'un petit rayon de soleil sur sa joue. Il s'est glissé entre les volets de sa chambre pour la réveiller. Elle s'assied dans son lit, triste et engourdie. Elle soupire, elle a le cœur gros. Et dans sa main, elle découvre alors quelque chose d'inexplicable, de bouleversant. C'est comme une petite bille dorée, qui ressemble étrangement, oui, très étrangement, à une larme d'or.